Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. L'actualité internationale nous emmène aux États-Unis, évidemment, où on a l'élection du président des États-Unis qui est en cours. L'élection n'est pas terminée puisque à peu près, il reste encore à peu près 20% des bulletins à dépouiller. Mais il faut savoir que, disons que 99% du vote s'est déjà produit. Et donc, le dépouillement se fait en deux phases. Il y a d'abord la phase où on doit dépouiller pour à peu près 80 millions de voix des électeurs qui avaient voté de manière anticipée. Et donc, hier, il y avait 162 millions d'autres électeurs qui votaient le 5 novembre. Alors, bien entendu, l'élection présidentielle, bien qu'étant l'élection majeure de ce jour-là, ce n'est pas la seule élection, puisqu'il faut savoir que le 5 novembre aussi, on renouvelle la totalité de la Chambre des représentants, c'est l'équivalent de notre Assemblée nationale, et on renouvelle également un tiers du Sénat. Et donc, ce qui fait que, évidemment, avec plein d'autres élections locales qui ne nous intéressent pas ici. Par contre, ce qu'il faut regarder, ce sont ces trois élections-là. C'est l'élection du président des États-Unis, celui du Sénat et celui de la Chambre des représentants. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ce sont les deux piliers du pouvoir américain que sont l'exécutif et le législatif. Parce que si l'exécutif est là pour exécuter, pour prendre des décisions et les mettre en pratique, il doit s'appuyer pour cela sur le Congrès. Alors, au niveau du Congrès, les rôles sont partagés. Au niveau, par exemple, du Sénat, le Sénat s'occupe de tout ce qui est validation des traités et validation des nominations, aussi bien au sein de l'exécutif qu'ailleurs. Donc, et même dans le judiciaire. Donc, toutes les nominations que le président voudrait faire passer, eh bien, il faudrait pour cela qu'il ait l'aval du Sénat. Et la Chambre des représentants, quant à elle, c'est elle qui tient les cordons de la bourse, c'est elle qui tient le budget. Donc, lorsque le président veut mettre en place un programme, eh ben, pour que ce programme-là puisse se réaliser, il faut de l'argent. Et cet argent, évidemment, il va le chercher auprès des députés. Et donc, lorsqu'un président veut avoir les coudées franches pour pouvoir mener à bien, aussi bien le choix de son équipe que mettre en place son programme, il a donc besoin du Sénat pour faire valider ses projets de texte et faire valider ses nominations. Et il a besoin de la Chambre des représentants pour avoir le budget qu'il sollicite pour justement mettre en place ce programme-là. Et donc, dans l'élection qui nous intéresse ici, c'est que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, l'histoire récente des États-Unis, eh bien, ce qui s'est passé avant-hier, c'est que tous les instituts de sondage ont décidé de ne pas donner de sondage de dernière minute parce que les écarts sont tellement minimes qu'ils ne voulaient pas se tromper. Il faut se rappeler qu'en 2016, on avait fortement accusé les instituts de sondage qui avaient tous donné Hillary Clinton vainqueur, alors que c'était Donald Trump qui avait fini par l'emporter. Et donc, en 2020, les écarts étaient aussi assez serrés, comme ce que l'on peut observer aujourd'hui, que les instituts de sondage américains ont donc décidé de ne pas d'éviter de faire des pronostics qui pourraient ensuite s'avérer totalement erronés. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est un peu dans cette incertitude-là, cette incertitude qui est en train de se dissiper, parce qu'au moment où je parle, il faut savoir que, comme je l'ai dit, on a 80% des bulletins ont déjà été dépouillés. L'élection se prolonge dans certaines zones des États-Unis, notamment en Pennsylvanie. Pourquoi? Parce que le scrutin a été retardé dans certains bureaux de vote où on avait fait des annonces, des alertes à la bombe. Et donc, ça avait dû perturber le processus électoral dans ces bureaux de vote-là. Certains ont été fermés pendant quelques heures, d'autres durant quelques minutes seulement. Mais ce qui est sûr, c'est que l'élection a repris dans l'ensemble des bureaux sur lesquels il y a eu ces perturbations-là. Et donc, il faut attendre que ces bureaux-là achèvent leur vote et procèdent également au décomptage pour que l'on puisse avoir les premiers résultats. Mais il faut bien comprendre que les résultats finaux, on ne les aura pas aujourd'hui. On aura peut-être une estimation de potentiellement celui qui aurait toutes les chances d'être vainqueur. Mais pour avoir les résultats définitifs, il faudra attendre plusieurs jours. Tant les deux partis, aussi bien démocrates que républicains, vont s'accuser de tricherie. Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des recours
auprès des tribunaux, soit fédérés, soit au niveau même de la Cour suprême si possible. Et donc ce ne sera qu'après ce processus judiciaire-là que, évidemment, on aura les résultats définitifs, après aussi plusieurs décomptes. Il y a des États clés comme la Pennsylvanie qui avaient été problématiques il y a 4 ans, même si la Pennsylvanie avait été finalement octroyée à Joe Biden. Cette année, le décompte, enfin les estimations estiment que les écarts seront de quelques milliers de voix. Et donc pour éviter toute forme d'erreur, en Pennsylvanie, c'est clair qu'on ne va pas compter qu'une fois, on va compter plusieurs fois avant de donner les résultats définitifs. Mais au moment où nous parlons, comme je le dis, il y a encore quelques États comme le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin ou le Michigan où les décomptes sont encore en cours, même le Minnesota aussi. Mais ce qui est clair, c'est qu'au moment où je parle, Donald Trump est en tête avec 247 grands électeurs contre 240 pour Kamala Harris. Et donc, comme on le voit, Donald Trump est le plus proche d'atteindre la barre fatidique de 270 et les grands électeurs pour être assuré d'être élu président des États-Unis. Mais pour le moment, il faut attendre parce que si Kamala Harris remporte un État comme la Pennsylvanie qui compte à lui seul 19 grands électeurs, ça va lui permettre de faire un bond spectaculaire par rapport au retard qu'elle pourrait avoir par rapport à Donald Trump. Mais par contre, si sur les 7 swing states, Donald Trump remporte encore 3 autres, parce que pour le moment, on l'a dit, il a remporté la Géorgie et le Dakota du Nord. Et donc, s'il remporte encore 2 ou 3 États, même si c'est des petits États, il est clair qu'il va dépasser la barre des 270, à moins qu'il ne fasse pas ce plein-là de ces petits États et que Kamala Harris puisse remporter la Pennsylvanie, donc avoir ses 19 grands électeurs et capter des États aussi comme le Nevada ou l'Arizona pour véritablement combler son retard par rapport à Donald Trump. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Par contre, pour les républicains, ils ont un autre motif de satisfaction, après le fait que leur candidat soit pour l'instant en tête. L'autre motif de satisfaction, c'est que les républicains ont récupéré la majorité au Sénat. Il faut savoir que dans la législature sortante, les démocrates étaient en tête au Sénat d'une seule voix. Il faut savoir qu'il y a 100 sénateurs et les démocrates avaient 51 sénateurs, les républicains en avaient 49. Mais les démocrates avaient ces 51 sénateurs par le simple fait que dans le collège électoral des sénateurs, il y avait 3 candidats qui étaient indépendants. Et donc, ce sont ces 3 candidats indépendants qui avaient passé des alliances, en quelque sorte, avec le Parti démocrate. Et c'est ça qui avait permis aux démocrates, évidemment, d'avoir cette majorité-là. Or, sur les 3 indépendants, ces 3 sénateurs indépendants, 2 ont décidé de ne pas se représenter. Et c'est ce qui a permis justement aux républicains de récupérer sur ces 3 fauteuils-là 2 fauteuils, à savoir par exemple Jim Justice et Bernie Moreno, qui sont les 2 vainqueurs, notamment en Virginie occidentale et dans l'Ohio. Alors, pour le cas de Jim Justice, c'est quand même assez intéressant. Il faut savoir que c'est l'ancien gouverneur de Virginie occidentale. Et en Virginie occidentale, on n'a pas le droit d'être gouverneur plus de 2 mandats consécutifs. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait donc décidé de se présenter comme sénateur. Et donc, c'est un fervent trumpiste, puisque sa candidature avait été validée et soutenue par Donald Trump. Et donc, cette victoire en Virginie occidentale a permis également donc aux républicains de récupérer un des sièges, parce que la Virginie occidentale était l'un des sièges qui était occupé justement par un des sénateurs indépendants, notamment Joe Manchin, qui avait décidé de ne pas se représenter. Et donc, Bernie Moreno, lui aussi, a permis à l'Ohio de basculer dans le giron républicain. Et donc, grâce à ces 2 victoires-là, les républicains ont déjà acquis la majorité absolue avec 51 sénateurs. Mais il faut savoir que sur les 34 sièges qui sont en jeu au cours de cette élection, il y avait à peu près une vingtaine de sièges qui étaient tenus par des démocrates et 2 indépendants. Donc les 2 sièges indépendants ont été récupérés par les républicains et il ne serait pas étonnant que d'autres sièges de sénateurs démocrates puissent basculer du côté républicain. Donc ça, on le saura évidemment d'ici la fin de la soirée ou au plus tard demain. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Ce qui pourrait permettre
de donner un plus grand sourire à Donald Trump qui doit s'exprimer dans quelques minutes ou dans quelques heures, parce que Kamala Harris a fait savoir qu'elle n'allait pas s'exprimer aujourd'hui et qu'elle allait plutôt le faire tôt demain matin, heure des États-Unis, mais donc c'est en début de soirée ici au Gabon. Et donc on va voir ce qu'elle va dire, mais ça, ce n'est évidemment pas de très bon augure, puisque si on la voit décaler son discours, c'est que certainement, au regard si tu veux, des sondages de sortie des urnes qu'elle reçoit, elle n'a pas l'air particulièrement confiante et qu'elle se dit qu'il vaudrait mieux attendre la soirée pour avoir des informations plus affinées pour pouvoir ensuite s'adresser à ses partisans. Or, pour Donald Trump, il sait qu'il est en tête, il a 247 grands électeurs, il sait que, évidemment, avec les dépouillements qui arrivent, il y a de fortes chances qu'après sa victoire en Géorgie et en Caroline du Nord, il serait possible que d'autres États, d'autres swing states puissent suivre. Et donc, pour lui, évidemment, lui, il est évidemment il est dans la bonne lancée et c'est la raison pour laquelle il va donc s'exprimer en étant particulièrement confiant. Il faut savoir que lui, il a toujours dit que si l'élection était juste, il allait la reconnaître. Pour lui, l'élection juste, c'est l'élection qui remporte, évidemment. Donc, il est clair qu'il va galvaniser son électorat. Mais ce qui est, à mon sens, très important, c'est que Donald Trump, s'il est élu ce soir, avec la majorité obtenue au Sénat, il est sûr d'une chose, c'est que l'équipe qu'il voudra mettre en place, il va pouvoir la mettre. Et si éventuellement il y a des nominations encore au niveau de la Cour suprême des États-Unis, il aura la majorité pour imposer ces choix-là. Parce qu'il faut savoir que 6 des 9 juges à la Cour suprême sont conservateurs. Et il faut savoir que parmi les juges qui sont considérés comme progressistes, il y en a 2. Enfin, il n'y en a pas 2. Il y en a un qui est progressiste, il y en a un qui est conservateur. Et on lorne justement un de ces juges conservateurs-là qui a plus de 74 ans aujourd'hui, qui pourrait justement, en cas de réélection de Donald Trump, demander, lui, à démissionner de la Cour suprême pour pouvoir jouer une retraite tranquille, tout en sachant que le juge qui pourrait le remplacer serait forcément un juge conservateur. Et donc, l'avantage de la composition des juges au sein de la Cour suprême serait ainsi maintenu en cas de départ. Donc ça, c'est évidemment quelque chose aussi qu'il faudra regarder de près. Et donc tout ça montre que pour l'instant, Donald Trump est un peu dans la bonne position. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au premier regard, dans les premiers sondages de sortie des urnes, pour ce qui concerne la Chambre des représentants, et c'est là où il y a maintenant un bémol pour les républicains, c'est que ce sont les démocrates qui sont en tête. Et en cas de victoire des démocrates au niveau de la Chambre des représentants, c'est-à-dire au cas où ils auraient la majorité absolue, Donald Trump verrait aussi un certain nombre de ces actions limitées sur le plan financier, parce que évidemment les questions budgétaires, les questions de déblocage de fonds pour la réalisation de certains programmes passeront par les démocrates, et donc eux ils ne seront certainement pas en mesure de lui faire le moindre cadeau, comme à l'époque de Nancy Pelosi quand Donald Trump était à la Maison Blanche. Et évidemment c'est une pratique qui est maintenant courante aux États-Unis, c'est-à-dire que lorsque on n'est pas du même bord, les républicains ne font pas de cadeaux aux démocrates, et c'est exactement l'inverse. Et donc on devrait s'attendre encore, si évidemment Donald Trump est élu et si ce sont les démocrates qui ont la majorité au niveau de la Chambre des représentants, à de très belles empoignades sur des questions budgétaires et économiques. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Dans quelques minutes, on va retrouver René Ruton. Mais on va d'abord en musique parce qu'on va souffler un peu. 065 05 10 45 si vous voulez envoyer des big up à toutes les personnes que vous aimez et qui sont bien connectées sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La